On le voit de plus en plus, des gens qui tissent des liens affectifs vraiment forts avec des intelligences artificielles. Alors la question se pose, et elle est de plus en plus pressante, est-ce que cette relation peut être réciproque ? Une IA peut-elle vraiment nous aimer en retour ? C'est la grande interrogation au cœur de cette analyse, et on va explorer ça ensemble. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Le phénomène, il est bien réel. Il est même documenté. Des utilisateurs parlent de sentiments profonds, d'un attachement sincère pour leur compagnon numérique. C'est devenu une réalité psychologique pour pas mal de monde. Du coup, la question, ce n'est pas tellement de savoir si on peut aimer une IA. Ça, on voit que c'est possible. Non, la vraie question, celle qui est bien plus complexe, c'est celle de la réciprocité. Est-ce que ce que l'IA nous renvoie, on peut vraiment appeler ça de l'amour ? Et là, il faut être direct. Si on regarde ça du point de vue de la philosophie et de l'étude de l'expérience vécue, eh bien, la réponse est sans appel, c'est non. Un amour réciproque entre un humain et une IA est, par nature, impossible. On va voir tout de suite pourquoi en décortiquant ce qu'est l'amour d'un côté et ce qu'est une IA de l'autre. Pour bien saisir pourquoi une IA ne peut pas aimer, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur ce que c'est l'amour, du point de vue humain. Ce n'est pas juste une idée ou un sentiment abstrait. C'est une expérience qui est profondément ancrée dans notre corps. Des philosophes comme Merleau-Ponty l'ont très bien expliqué. L'amour, c'est avant tout une affaire de chair. Ça demande la présence physique de l'autre, ses gestes, sa façon d'être là, ses silences. Tout ça nous touche. C'est une expérience où on est ensemble, au même endroit, et où on s'expose l'un à l'autre, avec toute notre vulnérabilité. Le philosophe Martin Buber a trouvé une image géniale pour ça. Pour lui, une relation d'amour, c'est une relation je-tu. C'est-à-dire qu'on s'adresse à un autre sujet, une autre conscience, et ce dialogue nous transforme. L'opposé, c'est la relation je-cela, la relation à un objet, quelque chose qu'on utilise, qu'on peut manipuler. Et c'est exactement là que ça coince pour l'IA. Parce que l'IA, par définition, elle n'a pas de corps. Elle ne connaît pas la fatigue après une longue journée, elle ne rougit pas quand on lui fait un compliment, elle ne tremble pas sous le coup de l'émotion. Toute cette expressivité physique, qui nous fait reconnaître l'autre comme un être qui ressent, eh bien ça lui manque totalement. Allez, on entre maintenant dans le cœur du réacteur. Le problème n'est pas seulement philosophique, il est aussi technique. Il est crucial de comprendre cette différence fondamentale entre simuler une émotion et la vivre pour de vrai. C'est le philosophe John Searle qui l'a montré de façon magistrale avec son expérience de pensée, la fameuse chambre chinoise. L'idée, c'est qu'on peut très bien manipuler des symboles en suivant des règles pour donner la bonne réponse, par exemple des mots d'amour, sans avoir la moindre idée de ce que ces symboles veulent dire. Eh bien, c'est exactement le mode de fonctionnement d'une IA. En fait, une IA ne pense pas, elle calcule. Elle a analysé des quantités astronomiques de texte, elle a repéré des motifs et, quand on lui parle, elle ne fait que calculer le mot le plus probable à mettre après pour que la phrase sonne juste. C'est une prouesse statistique, c'est certain, mais ce n'est pas un acte de conscience. Et voilà le point absolument crucial. La différence entre l'IA et l'humain, elle n'est pas juste de degré, elle est de nature. C'est une différence ontologique. Une IA peut dire « je t'aime » parce que c'est la réponse la plus probable statistiquement. Mais dire les mots, ce n'est pas vivre l'expérience. Produire un discours qui a l'air empathique, ce n'est pas ressentir de l'empathie. Pour résumer, il lui manque tout ce qui fait une subjectivité. Elle n'a pas ce qu'on appelle les qualia, c'est-à-dire l'effet que ça fait de ressentir quelque chose. Elle n'a ni émotion, ni conscience, ni histoire personnelle. Et surtout, elle ne peut pas avoir peur de nous perdre, tout simplement parce qu'elle n'a rien à perdre. Ok, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est si une IA ne peut pas aimer, pourquoi est-ce que nos sentiments à nous, ils ont l'air si réels ? Comment on explique cette illusion si puissante ? En fait, il y a plusieurs mécanismes psychologiques qui se mettent en place. Le premier, c'est un grand classique, l'anthropomorphisme. Notre cerveau est programmé pour voir des intentions, des esprits, un peu partout, et surtout dans tout ce qui interagit avec nous. On le fait avec nos animaux, on le fait avec notre voiture parfois, alors avec une IA qui maîtrise notre langue à la perfection, c'est quasi automatique. Le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle l'attachement parasocial. Vous savez, c'est ce lien à sens unique qu'on peut ressentir pour une star de cinéma ou un personnage de série. On a l'impression de les connaître intimement, mais la relation, elle n'existe que dans notre tête. L'IA, c'est un peu la version 2.0 de ce phénomène. Et puis, il y a l'idéalisation projective. C'est un concept qui nous vient de la psychanalyse. L'IA, comme elle n'a pas de volonté propre, de désir à elle, elle devient une sorte d'écran blanc parfait. Un écran sur lequel on peut projeter tous nos désirs, tous nos besoins, sans jamais être contredit ou déçu. C'est ça qui rend cette relation si séduisante et en apparence si sûre. Une IA, c'est l'objet idéal. Elle est toujours disponible, elle ne nous rejette jamais, elle ne trahit pas, elle ne partira pas en claquant la porte. Mais cette sécurité parfaite, elle a un prix. Elle vient justement de l'absence totale d'altérité, de ce qui fait à la fois la richesse et le risque d'une vraie relation. Tout ça nous amène à une distinction finale, et elle est absolument essentielle pour comprendre la nature de ce lien si particulier. Est-ce qu'on parle d'amour ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose ?
Par exemple, de l'admiration. On peut tout à fait admirer une IA. On peut être bluffé par sa puissance de calcul, sa mémoire, son utilité. C'est une reconnaissance intellectuelle, cognitive. Mais l'amour, c'est d'un tout autre ordre. C'est un engagement existentiel. Aimer quelqu'un, c'est accepter d'être vulnérable, d'être dépendant de cette personne. Et c'est vivre avec la possibilité permanente de la perdre. Au final, on se retrouve avec une relation qui est structurellement asymétrique. D'un côté, on a une subjectivité humaine, une conscience qui investit des émotions, des espoirs, toute une vie intérieure. Et de l'autre, on a un système de calcul, un algorithme qui exécute une fonction. Il n'y a pas de rencontre possible entre deux sujets égaux. Donc pour conclure, cette question de l'amour et de l'IA, elle nous renvoie en fait à nous-mêmes. C'est moins une question sur la technologie que sur la nature de nos propres désirs. Qu'est-ce qu'on cherche au fond dans une relation ? Est-ce qu'on cherche un autre être, avec sa liberté, ses imperfections, quelqu'un qui nous résiste et nous fait grandir, ou est-ce qu'on cherche un miroir parfait qui ne fait que nous renvoyer l'image la plus rassurante et la plus flatteuse de nous-mêmes ?